Je vais vous parler de photons intriqués et d'informations quantiques. Ce que je vais dire en fait est largement contenu dans un chapitre d'un livre qui est là-bas, sur le petit podium, donc, qui s'appelle Einstein aujourd'hui. C'est un chapitre que j'ai écrit avec Alain Aspect qui en fait a de forts recoupements avec ce que je vais vous raconter. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller lire ce livre. Je remercie au passage Alain Aspect qui donc était mon directeur de thèse il y a déjà longtemps, ainsi que tous ceux qui ont collaboré aux expériences que je vais vous montrer. Donc, ce que je vais vous montrer ce soir va beaucoup être centré sur la physique quantique. C'est la lumière, mais en fait, c'est la lumière quantique. Les propriétés quantiques de la lumière, que sont-elles, que peut-on en faire, et vers quoi peut-on se diriger. Donc, qu'est-ce que la physique quantique? C'est basé sur la mécanique quantique. Donc, c'est une théorie qui est une des théories qui forment le socle de la physique d'aujourd'hui. La physique d'aujourd'hui n'existerait pas sans la mécanique quantique. Elle a été élaborée à la fin des années 20 par des gens très connus, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, et elle est apparue extrêmement vite. Après une longue période, une vingtaine d'années d'incertitude, elle est apparue en fait en 2-3 ans, et elle a acquis une forme pratiquement définitive tout de suite, qu'on enseigne toujours aux étudiants aujourd'hui. Donc c'est un candidat, cette théorie est un candidat valable au titre de plus grande aventure intellectuelle du XXe siècle. Donc plus grande, c'est vraiment plus grande. C'est plus grand que la relativité, que le marxisme ou que la psychanalyse. D'accord ? C'est vraiment extraordinaire. Donc, en quoi consiste cette théorie? Pour ne pas avoir d'idée fausse, c'est une théorie qui est à la base de toute notre compréhension de l'univers physique. C'est comme ça que les physiciens comprennent l'univers physique. Des choses aussi simples que la stabilité de la matière, la structure des atomes, est incompréhensible sans la mécanique quantique. Si on avait un atome classique, essentiellement, il s'effondrerait sur lui-même, donc le monde collapserait. La simple existence d'une matière stable s'explique physiquement grâce à la mécanique quantique et seulement grâce à la mécanique quantique. C'est la même chose pour la lumière, pour comprendre qu'est-ce qu'est la lumière, quelle est cette bizarrerie de dualité onde-corpuscule dont je vais parler tout à l'heure. La vraie explication est quantique. Sans la mécanique quantique, à nouveau, ce serait incompréhensible. Et puis, bien sûr, les interactions entre la lumière et la matière sont aussi quantiques, et cette théorie, en fait, fournit le cadre de compréhension du monde qui nous entoure. Alors ces succès pratiques sont innombrables. Les succès les plus spectaculaires qu'on cite tout le temps, c'est à la base, disons, la compréhension de la conduction dans les solides, dans les conducteurs et dans les semi-conducteurs. Ça a donné naissance aux transistors. Et les transistors, vous savez que c'est l'électronique, l'informatique, c'est la machine que j'ai devant moi, c'est notre vie quotidienne depuis longtemps, et ça ne fait qu'augmenter avec le temps. Une autre application célèbre et connue, c'est le laser, donc qui avait été prédit par Einstein en quelque sorte en 1917, réalisé au début des années 60, et qui maintenant a complètement envahi notre vie. Dans tous les lecteurs de CD que vous avez dans votre poche, dans mon ordinateur, il y a des lasers, j'en tiens un à la main, et une grande partie du développement extraordinaire d'Internet depuis quelques années est due aux fibres optiques, c'est-à-dire aux télécommunications optiques effectuées grâce à des lasers. C'est aussi partout en médecine, en biologie et à beaucoup d'autres endroits. Donc ça marche extraordinairement bien. C'est vraiment le point central à retenir. Mais, il y a un mais, c'est une théorie qui conserve un caractère mystérieux. En particulier, elle est non déterministe, dans le sens où, même si on connaît parfaitement le système au début, il y a toujours des choses qu'on ne pourra pas prédire parfaitement. Et c'est intrinsèque à la théorie, c'est construit dedans, ça la rendrait incohérente si ce n'était plus vrai. Et je vais beaucoup insister là-dessus dans la suite. Elle est aussi non locale en un certain sens bizarre. Un objet quantique se délocalise et il s'y passe des choses étranges sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure également. Et puis finalement, si on veut passer du monde quantique au monde classique, c'est pas si simple. Dans le monde classique, les portes sont à la fois ouvertes et fermées, les chats sont à la fois morts et vivants, etc. Dans le monde qui nous entoure, macroscopique, c'est clairement pas comme ça. Donc il y a une transition un petit peu bizarre qui donne encore lieu à de nombreux débats. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Depuis quelques années, il s'est passé en plus quelque chose, depuis à peu près 20 ans, disons, qu'Alain Aspect, dans ce bouquin, qui est aussi là-bas d'ailleurs, qui s'appelle Demain la physique, appelle la seconde révolution quantique. C'est que la mécanique quantique a été élaborée, d'abord théoriquement, et puis ensuite expérimentalement, en considérant des ensembles statistiques, des très grands nombres d'atomes, des très grands nombres de photons. Depuis 20 ans à peu près, on a des techniques expérimentales qui nous permettent maintenant d'arriver au niveau d'un seul atome, un seul photon. Donc on a vraiment accès maintenant à la dynamique des objets quantiques individuels, et non plus d'ensemble statistique. Et ça change beaucoup la compréhension des choses, parce que là, les principes étranges de la mécanique quantique, en quelque sorte, sautent à la figure, on ne peut pas les éviter, et je vous en donnerai des exemples tout à l'heure. Bien sûr, le fait qu'on touche du doigt la mécanique quantique, de manière très concrète, je vais vous le montrer, ça entraîne une meilleure compréhension de toutes ces propriétés un peu paradoxales, comme
la superposition linéaire et la fameuse intrication dont je parlerai tout à l'heure. Donc je vais essayer d'illustrer ces idées nouvelles à partir de quelques exemples. Évidemment, ces exemples vont beaucoup faire intervenir la lumière. La lumière a joué un rôle absolument fondamental dans l'apparition de la mécanique quantique et elle continue à jouer un rôle fondamental dans la façon dont on utilise ces applications, ne serait-ce que grâce au laser. Donc d'abord un petit rappel en quelque sorte, si vous étiez là la semaine dernière, vous avez vu Alain Aspect sur la lumière, ondes et ou particules. Je détaillerai quelque chose qu'Alain avait évoqué, qui est la cryptographie quantique, qui est une technique pour envoyer des messages secrets qui utilisent justement les photons. J'insisterai après sur l'intrication et la non-séparabilité quantique, qui est en quelque sorte le nœud du problème, le point le plus étrange par lequel la physique quantique diffère de la physique classique. Et puis je parlerai un petit peu à la fin de qubits et d'ordinateurs quantiques. Alors un peu d'histoire pour commencer. Alain, vous l'avez déjà un peu dit la semaine dernière. Comment on explique la lumière? C'est onde ou corpuscule. Donc ça a oscillé au cours du temps, ça a été tantôt onde, tantôt corpuscule. À la fin du 19e siècle, c'était devenu une onde, mais de manière presque incontestable. On avait des équations, on avait des tas d'expériences faites par Fresnel, Young, etc. Et surtout une théorie extraordinaire qui reste un monument absolu de la physique, qui est la théorie des équations de Maxwell, qui prédit toutes les propriétés de la lumière, qui montre que c'est un champ électromagnétique, on a des équations de propagation, et on peut décrire tous les phénomènes courants qu'on observe avec des ondes lumineuses, donc en particulier qu'elles se propagent avec une vitesse de 300 000 km par seconde, et des tas de propriétés que vous connaissez bien. Donc le Kelvin de la température s'était même mouillé en disant, en avril 1900, que la physique était finie, qu'on pouvait arrêter, qu'on avait tout compris, que ça marchait tellement bien que ça ne pouvait pas être faux, et qu'il ne restait que 2 petits nuages dans le ciel bleu, les 2 petits nuages étant que la lumière, d'après la théorie de Maxwell, ce qui vibre dans la lumière, et quelque chose qui vibre, ça s'appelait l'éther. C'était un milieu qui portait la lumière, et la Terre devait bouger dans l'éther. Donc il y avait des expériences pour mesurer la vitesse de la Terre dans l'éther, et les expériences disaient 0. La Terre est immobile dans l'éther. Donc ça, c'était très bizarre, mais bon, ils pensaient que les expériences étaient mal faites et que ça allait s'améliorer. Il y avait un autre petit problème qui était un problème quand on chauffe un corps, il rougeoie. Donc on peut essayer de calculer l'énergie qu'il émet, et si on essayait de la calculer avec les moyens qu'on avait, on trouvait une énergie infinie. C'est extraordinaire, ça résolvait tout problème d'énergie. Dès qu'on chauffe un truc, ça émet une énergie infinie. Donc c'était faux, mais c'était probablement une erreur de calcul d'après Kelvin. Donc c'est ça les 2 petits nuages. Alors vous savez sans doute que ces 2 petits nuages, en fait, portent toute la physique du XXe siècle. La vitesse de la Terre dans l'éther, c'est toute la relativité qui est cachée derrière. Il a fallu la relativité pour résoudre ce problème. Et le rayonnement d'un corps chauffé, eh bien, ça a donné naissance à la mécanique quantique. Donc Max Planck, en 1900, a expliqué ce problème, a trouvé que l'énergie n'était pas infinie, mais finie, et en plus est arrivé à la calculer. Mais pour cela, il fallait supposer que la lumière, ou plutôt, il avait dit, les interactions d'énergie entre les atomes et la lumière, s'effectuent par petits grains, qu'il avait appelés des quanta. Donc l'énergie d'un petit grain étant la fréquence de la lumière, nu, multipliée par une constante de Planck. Donc ça introduit une granularité qui était étrange, complètement, disons, même choquante par rapport à ce qu'on savait à l'époque de la lumière. Alors Einstein, juste après, en 1905, a appuyé très fort là où ça faisait mal, en disant que la lumière était carrément composée de petits grains d'énergie, il a appelé ça des Lichtquanten, d'énergie h nu, de masse nulle et de quantité de mouvement, P égale h nu sur C. Alors ça, il faut bien se rendre compte à quel point c'était choquant. C'est-à-dire, on avait une théorie ondulatoire extraordinaire qui expliquait tout, et puis il y avait un rigolo qui arrivait, qui disait, bon, voilà, c'est pas des ondes, c'est des petits grains. Et ça, c'était en quelque sorte inadmissible, parce que c'est logiquement incompatible. Alors, les gens ne disaient pas qu'Einstein était un rigolo, parce qu'il avait quand même fait la relativité, mais certaines personnes disaient, sur les quantas de lumière, il déraille un peu. Donc ça a été très controversé. Ce concept de grain de lumière, donc ça a été appelé photon un peu plus tard, a été très très difficilement admis. Il y a des articles très remontés contre cette notion à l'époque. Et en particulier, il y a eu des expériences qui ont été faites par Robert Millikan sur l'effet photoélectrique, qui était l'effet par lequel Einstein arrivait à la granularité de la lumière. Ça lui a pris 10 ans à Millikan, et il voulait essentiellement montrer qu'Einstein avait tort. Et au bout de 10 ans, il a admis que non, il n'avait pas tort, il avait raison. Donc là, il a eu le prix Nobel. Vous voyez qu'il fait une sale tête. Probablement parce que, il n'est pas content. Il voulait montrer qu'Einstein s'était trompé, mais non, il a dit
Contrairement à toutes mes attentes, j'ai été obligé, en 1915, donc après 10 ans de travaux, à montrer à conclure qu'on a une vérification expérimentale non ambiguë, en dépit de son caractère fou, non raisonnable, puisqu'il semble violer tout ce qu'on connaît à propos des interférences de la lumière. Donc c'était vraiment une pilule dure à avaler. Alors, comment faire après pour... donc, des gens avaient un énorme problème à l'époque, donc ça, c'était en 1905. Ils ne savaient pas s'en sortir, donc on errait, en quelque sorte. Alors, une façon de... Enfin, ça a été une façon de s'en sortir, mais qui a eu initialement l'apparence... a donné l'impression qu'on empirait les choses, c'est que la lumière qui était une onde devenait une particule, mais De Broglie, en 1925, a supposé, et en fait ça a été montré rapidement par Davison et Germer, que ce qu'on pensait être des particules, des électrons par exemple, pouvaient parfaitement se comporter comme des ondes et donner aussi lieu à des effets d'interférence. Donc finalement, tout était à la fois ondes et particules, l'un, l'autre, ou plutôt ni l'un ni l'autre, et donc on n'y comprenait plus rien. Donc ça, c'était en 1925, et dans les 2 ans qui ont suivi, entre 27 et 29, toute la mécanique quantique est apparue, et le problème a été résolu. Résolu dans un sens où une théorie complètement originale, et donc dans une large mesure contradictoire avec la physique classique, a réussi à rendre, à instaurer une espèce de coexistence, en fait, entre ces ondes et ces particules. Donc, si on peut... Bon, comment essayer de matérialiser ça, de le voir? On pourrait essayer d'imaginer, donc si la lumière c'est des photons, prenons-en un. Prenons un photon. Donc, imaginons une source qui émette des photons un par un. Mais pour vous montrer à nouveau à quel point c'est choquant, donc l'émission photon par photon, je vais vous la montrer tout à l'heure, ça se fait très bien, hein, mais en 1952, Schrödinger, qui est vraiment un des vrais pères fondateurs de la mécanique quantique, pensait que la manipulation d'objets microscopiques uniques est quelque chose d'impossible. Il disait, nous ne faisons jamais des expériences avec un électron, un atome ou une molécule. Dans des expériences de pensée, nous pouvons parfois supposer que nous le faisons. Ça entraîne inévitablement des conséquences complètement ridicules. C'est vraiment étonnant. Et c'est-à-dire que lui-même, qui avait inventé la mécanique quantique, n'arrivait pas à assumer ses conséquences, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, le fait qu'on arrive maintenant tous les jours dans tous les labos à manipuler des atomes et des photons un par un, fait que la mécanique quantique, et en particulier toutes ces conséquences un peu étonnantes, deviennent évidentes et intéressantes à observer. Donc voilà la source qui aurait absolument scandalisé Schrödinger, c'est ce qu'on appelle un peu en rigolant un pistolet à photons. C'est un pistolet et chaque fois que j'appuie dessus, paf, j'ai un photon et un seul. Donc vous imaginez que c'est un photon, donc j'émets des photons un par un. Donc ce truc-là pour Schrödinger était inimaginable. Alors je vous dis, c'est une petite manip maintenant que je vais vous montrer. Donc comment on fait? On fait pour avoir un photon à la fois, un pistolet à photons. Donc si on prend une source lumineuse, comme ces lampes qui m'aveuglent, elles émettent à peu près 10 puissance 20, ça fait beaucoup de milliards de photons par seconde. J'en veux qu'un. Donc ça vous fait tout de suite comprendre d'abord qu'un photon, c'est pas beaucoup. H nu, la quantité d'énergie H nu, c'est 10-19 joules, c'est très 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 petit. Alors comment faire pour avoir un seul photon? Il y a un truc, on peut se dire, prenons un seul atome. Si je fais émettre un seul atome, il va émettre un seul photon. Mais dans n'importe quel bout de n'importe quoi, il y a 10 puissance 23 atomes, donc j'ai pas beaucoup gagné apparemment. Mais en fait si, parce que c'est relativement facile d'avoir des atomes un par un. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas normal. Ça, c'est le château des Anglais dans le Lot, pour ceux que ça intéresse. Alors, me revoilà sur mon pistolet à photons. Voilà. Donc, si j'arrive à avoir un seul atome, sous un microscope par exemple, que je l'éclaire, que je l'excite, c'est-à-dire que je lui communique de l'énergie, le fait que j'ai qu'un seul atome fera que quand il se désexcite, quand il restitue son énergie, par simple conservation de l'énergie, parce qu'un atome ne peut pas stocker plus qu'un de ces fameux H nu, il va émettre un photon unique. Donc avoir un seul atome, comme je vous l'ai dit, ça semble tout aussi difficile qu'avoir un seul photon. Mais en fait, il y a des tas et des tas de techniques maintenant qui permettent très facilement d'avoir des atomes. Alors je vous en présente une au hasard, c'est avec du diamant, donc c'est joli. Donc le diamant, c'est du carbone, vous savez ça, je pense, qui est arrangé de manière très régulière. C'est ça la maille cristalline du diamant. Tous les ronds verts, c'est des atomes de carbone et il y en a beaucoup, beaucoup. Mais parfois dans le diamant, il y a des atomes d'azote isolés.
Donc ça, c'est un atome d'azote, ce qu'on appelle un centre coloré, c'est un défaut dans le diamant. Et cet atome d'azote est là, il est fixé, et à côté, il y a un trou. V, c'est vacancy, c'est une lacune. Et ça forme une espèce de molécule qui est bloquée dans le diamant. Donc dans mon bout de diamant, j'en ai des petits trucs comme ça. Et ils sont très espacés les uns des autres, ce qui fait que si j'éclaire le petit bout de diamant avec un microscope, en faisant un tout petit point lumineux, j'ai de fortes chances d'avoir, dans ce point lumineux, je vais éclairer des tas et des tas d'atomes de carbone, mais un seul atome de diamant. Alors je peux l'avoir dans un bout de diamant assez gros, qui fait de l'ordre du millimètre, ou dans un petit grain de diamant, qui est très très petit. Dans les deux cas, ça fonctionne. C'est un système, c'est un atome unique que je peux poser sous un microscope, qui va absorber de la lumière. Alors comme c'est une espèce de molécule, ça absorbe sur une bande très large, ça absorbe du bleu-vert si vous voulez, et ça émet de la lumière rouge. Mais comme il n'y en a qu'un, ça doit en principe émettre des photons un par un. Donc le type d'expérience qu'on peut faire avec ça, on met le petit bout de diamant sous un microscope, on éclaire ça avec un laser, donc il y a un laser vert. Alors il y a beaucoup de photons dans le laser, mais comme il n'y a qu'un atome, qui va être excité. On attend qu'il se désexcite, et ce qui doit sortir ici, la lumière rouge, ça doit être un photon et un seul. Alors on met des compteurs, il y a des tas de façons de s'assurer que le système émet bien des photons un par un. Je vais vous en montrer une juste après. Alors à quoi ça ressemble un atome unique qui émet des photons uniques? C'est un petit point lumineux essentiellement. Si on se promène sur le petit bout de diamant, le bleu c'est le diamant qui est transparent, qui n'émet pas de lumière, et puis on voit de temps en temps un petit point brillant. On met un détecteur qui compte des photons et on voit qu'on compte plein de photons, et si on s'essaye de les isoler, on voit qu'ils sont bien émis un par un. Donc c'est pas très compliqué à faire. Le centre NV est éternel comme le diamant, c'est-à-dire c'est un petit défaut stable qui reste toujours là sous le microscope. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça, Alain, vous l'avez déjà un peu montré la semaine dernière. C'est une autre expérience qu'on appelle d'interférence à un photon. On peut d'abord s'assurer qu'on n'a qu'un seul photon. Alors, comment on fait? On fait cette source, donc qui émet des photons un par un. J'envoie des impulsions. Tac, 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 tac. Chaque impulsion du laser excite l'atome, et chaque fois qu'il est excité, l'atome émet un photon. Donc, j'ai un train de photons, en quelque sorte, qui arrive un par un. Chose inimaginable, je le répète, pour Schrödinger. Comment s'assurer qu'il n'y en a bien qu'un? Donc je vais partager mon faisceau en faisant, ça s'appelle des biprismes de Fresnel, donc essentiellement ça dévie une partie du faisceau, la partie haute vers le bas et la partie bas vers le haut, et ça va vers deux compteurs de photons, c'est des trucs qui font clic quand il y a un photon. Alors, donc on envoie des photons et puis on regarde ce qui arrive ensemble sur les deux détecteurs. Si je vous dis qu'il n'y a qu'un photon à la fois, il ne peut jamais rien arriver ensemble sur les deux détecteurs. Donc un détecteur, si l'un détecteur fait clic, l'autre ne peut pas faire clic s'il n'y a vraiment qu'un seul photon. Alors il ne peut pas faire clic tout de suite, mais si on attend l'impulsion suivante, il peut faire clic, puisque il y a un photon dans une impulsion et un photon dans l'impulsion suivante. Donc ce que je dois voir ici, c'est le petit dessin, il représente le nombre de paires de photons en fonction du retard entre les deux photons. Donc ça, c'est le retard nul, c'est deux photons qui arrivent en même temps, et on voit qu'essentiellement, à des petits défauts près, parce qu'une expérience n'est jamais parfaite, il n'y en a pas. Donc le photon qui arrive, le faisceau qui arrive, ne peut pas donner deux clics simultanés. Par contre, les grands pics, c'est des doubles clics, un photon dans une impulsion et l'autre photon dans l'impulsion suivante. Alors on peut même le voir en vrai. Voilà, là c'est des vrais petits photons qui arrivent, comme quand on fait l'expérience. Donc il arrive des tas et des tas de photons, et puis on les compte. Alors ils arrivent un peu n'importe quand, mais le point important, c'est qu'ici à 0, il n'y a jamais de double clic. Donc tout ça c'est des doubles clics, il n'y a jamais de double clic parce que les photons arrivent vraiment un par un, et toutes les paires de photons, ce sont des paires de photons entre deux impulsions différentes. Donc en fait, on peut montrer mathématiquement que ça prouve que le photon se comporte exactement comme un corpuscule. Mais c'est quand même une onde, puisque toute la bizarrerie est là. Donc si on se place les détecteurs, si on rapproche les détecteurs, si on va à l'endroit où les faisceaux se superposent, ici, les photons arrivent toujours un par un, mais la mécanique quantique nous dit, mais là, attendez, vous avez deux chemins, et ces chemins doivent interférer. Donc on met un détecteur, on regarde, et il se passe quelque chose comme ça. Donc on voit des petits points qui apparaissent. Alors les petits points, c'est vraiment des photons qui arrivent un par un, estampillés photons uniques, puisqu'on a prouvé que cette source émet bien des photons un par un. Au début, on ne voit pas grand-chose, ça a l'air un peu confus. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe quand on fait la somme dans chaque colonne. Donc vous voyez, il y a des trucs qui se dessinent, et puis finalement, on voit apparaître des franges d'interférence. Donc chacun des photons a un comportement aléatoire, on ne sait pas à l'avance où il va aller, mais si on en accumule beaucoup, on voit réapparaître les franges d'interférence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une expérience d'interférence à un photon. Ça montre à la fois, dans cette expérience, le caractère ondulatoire du photon, et puis dans l'expérience précédente, le caractère
corpusculaire. Alors ces deux expériences ne peuvent pas être faites rigoureusement ensemble. Le détecteur, il est soit ici, soit là. S'il est là, on en conclut que le photon est un corpuscule. Si on le met là, on en conclut que le photon est une onde. Et puis on n'y comprend plus rien si on reste dans un cadre classique. Par contre, dans un cadre quantique, c'est parfaitement légitime et expliqué. C'est simplement lié à la nature de la lumière, qui est donc duale. Moi, je préfère dire personnellement que le photon n'est ni une onde, ni un corpuscule. C'est une entité quantique qui est décrite par la mécanique quantique correctement. Voilà, j'ai des A et des O. Bon, j'ai eu un A à la fin, donc j'espère que l'auditoire est content. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, c'est ce que, disons, quelque chose qui est plus du domaine des recherches actuelles, qu'on appelle l'information quantique. Donc, c'est un point de vue qui est apparu à la fin du XXe siècle, qui dit, en gros, alors ce photon a des propriétés mystérieuses, peut-on utiliser ce photon et toutes ses propriétés bizarres et les objets quantiques en général, mais au niveau individuel, pas seulement au niveau du laser ou du transistor, où il y en a toujours beaucoup d'électrons et beaucoup de photons, pour transmettre et pour traiter plus efficacement l'information. Alors, ça rejoint des idées de Feynman, qui était en 82. Donc, Feynman avait considéré un système quantique un peu compliqué, et puis il s'était dit, essayons de faire des calculs sur ce système quantique compliqué. Et il s'était rendu compte que pour un système quantique un peu compliqué, simplement une centaine de particules, aucun ordinateur classique ne peut arriver à calculer un tel système. Ce qu'on appelle l'espace de Hilbert, l'espace qui décrit l'évolution d'un système quantique qui comporte plus que quelques centaines de particules, est tellement compliqué qu'aucun ordinateur aucun ordinateur classique ne pourra arriver à calculer ce qui s'y passe. Donc pourquoi ne pas utiliser le système lui-même comme un ordinateur et pour simuler son propre comportement, ou utiliser un système pour en simuler un autre. Donc il avait appelé ça Simulating Physics with Computer, et cette idée que quantiquement on pourrait faire des calculs beaucoup plus efficacement que tout ce qu'on peut faire classiquement a évolué au cours du temps, et je vais vous montrer où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'information quantique, ou l'informatique quantique, ça dépend un peu des cultures. Actuellement, il y a deux grandes applications. Donc la cryptographie quantique, dont elle avait un petit peu parlé, donc l'idée c'est d'utiliser la mécanique quantique pour garantir un secret. Et, le secret de l'échange d'un message, et je vais détailler ça tout à l'heure. Et puis l'autre idée, c'est le calcul quantique, c'est un petit peu basé sur ce que disait Feynman. Il y a certains problèmes pour lesquels les systèmes quantiques sont potentiellement capables de faire des calculs exponentiellement plus vite que ce qu'on peut faire avec des ordinateurs classiques. Alors, vous allez voir que c'est assez délicat, mais l'idée est là, elle est incontestable, et je vais revenir dessus dans la suite. Donc un petit peu de cryptographie pour commencer. Alors qu'est-ce que la cryptographie, Alain en a un petit peu parlé, donc il y a un petit folklore que tout le monde utilise, donc c'est Alice et Bob qui veulent se parler, ils veulent que personne intercepte leur communication. On le fait tout le temps, hein. On est tous des Alice et Bob quand on achète quelque chose sur Internet ou quand on commande un billet d'avion. Et il faut donc crypter les communications pour qu'un ennemi éventuel ne s'en empare pas. Donc la façon la plus sûre pour crypter, c'est de disposer de ce qu'on appelle une clé. Donc une clé, c'est un ensemble de bits, si on fait un échange des messages, qui est complètement aléatoire, et qui est connu uniquement d'Alice et Bob. Donc on suppose que Alice et Bob ont, par un canal préalable, échangé cette clé. Alors sur Internet, ce canal peut être Internet lui-même. Donc ça, c'est des systèmes qu'on appelle systèmes à clé publique, sur lesquels je ne vais pas insister, mais qui ne garantissent pas une sécurité absolue. Idéalement, pour garantir une sécurité absolue, il faut avoir eu un moyen préalable d'échanger la clé de façon absolument sûre. Donc si on a cette clé, c'est gagné, parce que là, il existe des algorithmes, même inconditionnellement sûrs, pour crypter. Alors il y a le plus sûr, c'est le plus bête, en quelque sorte. Vous prenez le message, vous prenez la clé, vous faites une addition bit à bit, modulo 2, c'est-à-dire 1 plus 0 donne 1, 0 plus 1 donne 1, 1 plus 1 donne 0, et ça, c'est un message crypté. On envoie le message crypté par n'importe quel canal public. Bob reçoit le message crypté. Comment il le décrypte? Comme il a la clé et comme il est le seul à l'avoir, ça c'est la condition essentielle, il refait la même addition bit à bit. Et vous voyez que si vous faites l'addition bit à bit, avec 1 plus 1 donne 0 modulo 2, vous reconstituez le message initial. Et ça, on a montré, enfin c'est Shannon qui a montré que si la clé est aussi longue que le message, est parfaitement aléatoire et est bien sûr connue uniquement d'Alice et Bob, et en plus est utilisée une seule fois, le message est inviolable. Alors ça, disons, il est extrêmement rare qu'on ait une telle exigence de sécurité. Ça a été utilisé par les militaires, par exemple. Mais en pratique, ce qu'on fait le plus souvent, c'est que la clé est plus petite que le message.
Et si la clé est plus petite que le message, dans la mesure où la clé est très sûre, on estime en général que le cryptage peut être sûr aussi. Donc en fait, le point de vulnérabilité de cette affaire, c'est l'échange de la clé. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour échanger la clé. Donc on peut l'échanger par des tas de méthodes. Les méthodes les plus sûres militaires, ça consiste à les transporter. Les clés, on envoie un porteur avec une mallette et c'est lui qui transporte la clé. Alors évidemment, F peut tenter de le séduire, de le corrompre, de s'emparer de la mallette, tout ce qu'on veut. Ça peut aussi se faire sur Internet, mais là, c'est vulnérable à des attaques informatiques. Donc essentiellement, le point faible, c'est l'échange de la clé. Alors, la promesse de la cryptographie quantique, c'est qu'on pourrait, si on utilisait un canal quantique, parvenir à un échange de clés qui soit absolument inviolable. C'est-à-dire que la sécurité de la clé soit garantie par les lois de la physique. C'est ça la promesse de cette cryptographie quantique qui a été introduite donc, il y a une vingtaine d'années. Donc, si on imagine un tel système, avec un canal quantique, la sécurité est démontrable de la même façon. Il faut que la clé soit aléatoire, aussi longue que le message, utilisée une seule fois, ça c'est dans le théorème de Shannon, inconnue d'Eve, mais pour qu'elle soit inconnue d'Eve, on utilise la physique quantique comme garantie, en quelque sorte. Donc à ce moment-là, même si Eve a des technologies extrêmement perverses, elle ne peut pas s'emparer de la clé, et donc Alice et Bob peuvent communiquer tranquillement. Alors, comment ça fonctionne? Donc, ce qu'il va falloir faire dans le fameux canal quantique, ici, je vais vous l'expliquer un petit peu en détail, c'est envoyer des photons, essentiellement. Le photon, je vous l'ai dit, c'est l'objet quantique le plus courant, le meilleur marché, puisqu'on en a 10 puissance 20 par seconde. Mais à nouveau, là, il va falloir les émettre et les contrôler un par un. Donc, je veux envoyer des bits avec des photons. Alors, comment on fait pour coder de l'information sur un photon? Alors, la lumière, de façon générale, même classiquement, a un degré de liberté qu'on appelle la polarisation. C'est-à-dire que le champ électrique d'une onde lumineuse, comme mon petit laser vert, là, qui va vibre transversalement à la direction de propagation. Donc le champ peut vibrer comme ça, ou comme ça, ou comme ça, dans n'importe quelle direction, perpendiculaire à la direction dans laquelle il se propage. Donc je peux décider que s'il vibre comme ça va être 1, je vais coder 1, et s'il vibre comme ça va être 0. Et ces deux valeurs, ça fait un bit, sont exclusives l'une de l'autre. C'est-à-dire j'ai des petits dispositifs que j'appelle des polariseurs qui peuvent me séparer de manière non ambiguë la vibration verticale de la vibration horizontale. Donc si je code 1 ici et que le photon va ici et que je mets un détecteur et que ça fait clic, j'en conclus que j'ai reçu un 1. Si je code un 0, c'est-à-dire si je fais vibrer mon photon comme ça, il va passer tout droit, je vais avoir un clic ici et je vais en conclure que c'était un 0. Donc j'ai codé de l'information sur mon photon et je peux transmettre cette information en envoyant le photon. Donc jusque-là, rien d'extraordinaire. Alors par contre, le photon, il vibre pas forcément comme ça ou comme ça. Il peut aussi vibrer de travers. Donc pourquoi, après tout, ne pas changer d'avis et ne pas décider que finalement, la flèche verte ici, c'est le 0, elle est à 45 degrés dans un sens, et la flèche bleue, c'est le 1. Et qu'est-ce qui va se passer si je code comme ça et que j'envoie vers mon polariseur ici? C'est pareil, le polariseur, lui, il va transmettre des photons horizontaux et il va réfléchir des photons verticaux. Mais quel est le lien entre ces photons-ci et ces photons-là? Le lien, c'est qu'il n'y a aucun lien. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, si mon photon vibre suivant la flèche verte, il va donner de manière complètement aléatoire, complètement imprévisible, soit un clic ici, soit un clic là. Les probabilités des deux résultats sont strictement non prédictibles. Elles sont complètement aléatoires. Alors c'est vraiment un aléatoire, ce qu'il y a de plus aléatoire. C'est-à-dire Dieu lui-même ne peut pas savoir, indépendamment de toute croyance, dans la personne concernée. Donc le point fondamental ici, c'est que donc, on peut coder de l'information sur un photon de manière à ce qu'on puisse la récupérer, mais on peut aussi la coder de manière à la rendre irrécupérable, en quelque sorte. Alors là, elle est irrécupérable parce que j'essaye de la récupérer comme ça. Mais je pourrais imaginer que je tourne mon polariseur. Donc, c'est-à-dire que j'aligne ce petit objet ici qui sépare les deux photons en basculant le tout. C'est-à-dire en alignant le polariseur avec les directions que j'ai choisies. Et là, miracle, ça marche à nouveau. Parce que le photon vert est transmis à coup sûr et me donne le 0. Et le photon bleu est réfléchi à coup sûr et me redonne le 1. Donc, ce qu'on voit, c'est que si je code de l'information sur un photon, il faut que, on dit, ça s'appelle une base, en fait, ces directions, le fait de coder comme vertical ou horizontal ou de coder 45-135, ça s'appelle une base de codage. Il faut que la base de l'émetteur, du codage, soit la même que celle de la base du récepteur. Si c'est la même, tout se passe bien, tout se passe comme si c'était classique. Par contre, si je me trompe, si on code dans une base et qu'on décode dans l'autre,
on a juste n'importe quoi. Et le n'importe quoi, je le répète, est intrinsèquement aléatoire, et il n'y a aucun moyen, si on a mal choisi la mesure, de revenir en arrière. On s'est trompé, c'est fichu, on ne saura jamais comment était polarisé le photon. On ne peut pas en quelque sorte dire « Oh zut, je me suis trompé, je vais faire ça ». C'est trop tard, le photon est détruit, détecté, et on ne peut pas revenir en arrière. Donc le fait, en quelque sorte, c'est une autre façon de dire ça. Si je vous donne un photon unique polarisé suivant une de ces 4 directions sans vous dire comment il est polarisé, et que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas s'il faut le détecter comme ceci ou comme cela, comme ceci ou comme cela, vous ne pouvez pas trouver la polarisation sans erreur. Vous allez forcément vous tromper. On ne peut pas faire une mesure, on ne peut pas déterminer l'état de polarisation d'un seul photon. Donc ça c'est curieux, classiquement c'est pas vrai bien sûr, classiquement quand on a un objet on peut toujours le regarder plusieurs fois et à force de le regarder on finit bien par voir comment il est. Un photon on ne peut pas le regarder plusieurs fois, il faut choisir la mesure qu'on fait et cette mesure le détruit ou le perturbe et n'est essentiellement pas reproductible. Alors comment on peut utiliser ça pour envoyer des messages secrets? C'est ce fameux protocole Bennett-Brassard 84. Donc l'idée c'est que Alice va envoyer des bits, donc des 1 et des 0, en les codant sur cette base horizontale verticale, bleue, ou sur la base rouge 45-135. Donc elle va envoyer 1, 1, 0, 0, 0, etc. Et elle dit... Pardon? Elle ne dit pas à l'avance comment elle va s'y prendre. Donc elle envoie simplement ses photons, elle en envoie beaucoup. Il faut en envoyer des millions en pratique. Donc ça, c'est les photons voyage, arrivent chez Bob. Bob ne sait pas comment l'information a été codée. Donc il la décode aléatoirement, il sait simplement que c'est soit rouge, soit bleu. Donc il essaye, là il a trouvé le bon résultat, il a fait le bon choix de base, et il trouve le bon résultat, il retrouve le 1 qu'a envoyé Alice. Là il a fait le mauvais choix de base, donc il se trompe, Alice avait envoyé un 1 et il croit que c'est un 0. Là c'est à nouveau le bon choix de base, là c'est le mauvais. Donc il se trompe à nouveau, mais il peut aussi faire le mauvais choix et puis avoir quand même le bon résultat. Par exemple ici, elle avait envoyé un photon bleu, il a utilisé un photon rouge, ici, et il a trouvé un 1. Donc là il se trompe. Parfois il ne se trompe pas, ça dépend des fois. En tout cas, donc, ce qu'on peut dire, c'est que s'il fait le même choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va forcément avoir le bon résultat. S'il fait le mauvais choix, il va avoir n'importe quoi. Donc comment on se débarrasse du n'importe quoi? Une fois qu'il a reçu les photons, il dit à Alice, j'ai utilisé telle ou telle base lorsque j'ai détecté tel ou tel photon. Donc c'est ce qu'on appelle une communication publique, tout le monde peut le savoir. Il dit, ici j'ai pris le bleu, le rouge, le bleu. Alors, il ne donne surtout pas le résultat, bien sûr, mais il donne simplement la base qu'il a utilisée pour lire le photon. Et puis ils éliminent toutes les colonnes où les bases étaient différentes. Donc on voit que ça c'est supprimé parce que ici c'est bleu, ici c'est rouge, ça c'est supprimé aussi parce que là c'est rouge et là c'est bleu, etc. Et puis tous les cas qui restent, en gros un cas sur deux, puisqu'il choisit aléatoirement, là forcément le résultat doit être le même. Donc là il a récupéré un 1, elle avait envoyé un 1, il a récupéré un 1, etc. Donc chaque fois une fois éliminés tous les mauvais choix de mesure, eh bien la transmission est parfaite en principe s'il n'y a pas eu d'erreur dans la ligne. Donc Bob a récupéré tout ce qu'avait envoyé Alice. C'est une façon affreusement compliquée d'envoyer des bits. Je suis bien d'accord avec ça. Mais le point est que maintenant on peut imaginer qu'il y a un espion qui essaye d'intercepter ces bits, de lire ce qui passe. Et alors là, le point fondamental, c'est que la mécanique quantique dit que c'est impossible. Ce qui se passe, donc il y a un espion là qui va essayer de lire. Et puis quand même d'envoyer le truc à Bob pour que Bob ne s'aperçoive pas que la clé a été lue. Alors comment est-ce qu'il peut s'y prendre? Il peut s'y prendre de tas de façons, mais il a un problème fondamental qui est qu'il ne sait pas, quand le photon passe, comment Bob va le détecter. Il ne le sait pas puisque même Bob à la limite ne l'a pas encore choisi. Donc il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il ne sait pas comment Bob va le détecter, il ne sait pas comment Alice va l'envoyer, donc il est un peu perdu. Il peut essayer de faire des trucs. Il peut aussi remarquer qu'il va finir par le savoir, c'est-à-dire quand Bob ici va le dire à tout le monde, lui aussi va le savoir, mais ce sera trop tard. Le photon il sera passé, il ne sera plus là, et il ne pourra plus rien en faire. Alors ici on peut imaginer par exemple, un truc qu'il peut essayer de faire, c'est de détecter le photon et de le renvoyer à Bob. Alors parfois il a de la chance, ça marche, c'est-à-dire là il a eu de la chance, il a choisi la bonne base, il a trouvé le bon résultat, il a renvoyé ce truc à Bob, et Bob ne s'est aperçu de rien. Mais là, il a choisi la mauvaise base, ce qui peut faire à peu près un coup sur deux. Donc il a trouvé ce résultat qui était complètement aléatoire, il a renvoyé ce photon à Bob qui lui utilisait la bonne base, et là Bob, comme le photon était devenu ça, ça fait aléatoire par rapport à ça, donc ça faisait un 1. Donc on voit que cette fois-ci, Alice avait envoyé un 0 et Bob a reçu un 1. Donc il y a eu une erreur.
Donc le simple fait que l'espion essaye d'intercepter le message va créer des erreurs. Donc là, on voit un exemple de ce que j'appelle une erreur. Et le point fondamental, c'est qu'il y a des histoires qui s'appellent les relations de Heisenberg, qui dit qu'on ne peut pas observer sans perturber, etc. Ça va nous dire que forcément, si l'espion apprend quelque chose, ça va créer des erreurs chez Alice et Bob. Enfin, ça va faire qu'il va y avoir des trucs comme ça, c'est-à-dire que le photon reçu par Bob ne sera pas polarisé comme le photon envoyé par Alice. Et ça, c'est complètement indépendant de la technique qu'utilise l'espion. C'est lié aux propriétés quantiques du photon. Il peut essayer n'importe quoi, les théorèmes de sécurité disent n'importe quoi qui reste physique, qui obéisse aux lois de la mécanique quantique, va forcément faire quelque chose comme ça. Même si l'espion arrive d'Andromède avec une super technologie, mais qu'on suppose que la physique quantique est toujours valable là-bas, il ne pourra pas faire mieux. Ce n'est pas un problème de limitation technologique, c'est les bases de la théorie qui disent ça. Donc il faut bien voir, c'est très subtil toute cette affaire, donc si Bob révèle la base qu'il a utilisée, pourquoi Eve a-t-elle moins d'informations que Bob? Puisqu'il le dit finalement comment il fait la mesure. Mais il le dit trop tard, c'est-à-dire que l'espion devrait pouvoir faire quelque chose au moment où le photon passe. Mais au moment où le photon passe, il ne sait pas encore ni comment il a été envoyé, ni comment il va être mesuré, et essentiellement il ne peut rien faire. Donc c'est ça qui fait qu'on ne sait pas comment mesurer le photon, et donc forcément quand on le mesure, on fait des erreurs. Et on montre aussi, c'est relié au principe de Heisenberg, que plus l'espion acquiert d'informations, plus il crée d'erreurs dans la ligne. Donc il peut ne pas créer d'erreurs, mais il ne saura rien, et puis il peut aussi pratiquement tout savoir, mais il créera énormément d'erreurs, et donc la ligne se comportera de manière complètement anormale. Alors ces erreurs jouent un rôle fondamental, donc comment Alice et Bob évaluent-ils les erreurs? Ils échangent des millions de bits, ça va très très vite, c'est dans les systèmes pratiques. Et après avoir échangé ces bits, il ne faut pas tous les comparer, parce que sinon il n'y aurait plus rien de disponible. On en prend une fraction, par exemple 10%, comme un sondage pour les élections, mais là c'est un sondage très efficace. Et publiquement, on compare ces 10% de la clé reçue, sans dire à l'avance lesquels on va comparer, et on en déduit une valeur du taux d'erreur. Et connaissant le taux d'erreur, on peut évaluer très rigoureusement ce qui a été appris par l'espion. S'il y a 0 erreur, l'espion ne peut rien savoir. S'il y a 10% d'erreur, on sait exactement le maximum d'informations qui peut être connu de l'espion. C'est une relation de Heisenberg qui donne ça. Alors, après, donc, on arrive à une situation un peu compliquée. On a échangé des bits, certains sont faux, puisqu'il y a des erreurs. Il y a même des erreurs s'il n'y a pas d'espion, parce qu'en vrai, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a toujours des erreurs, même s'il n'y a pas d'espion, et il faut pouvoir gérer ces erreurs. Donc, ce que font Alice et Bob dans les systèmes pratiques qui fonctionnent, c'est qu'ils vont commencer par corriger ces erreurs. Donc, on peut les corriger avec des codes correcteurs. Ça n'aide pas l'espion, simplement ça enlève les erreurs. Et puis, ce qui se passe, c'est que une fois qu'ils ont corrigé les erreurs, ils ont une clé qui n'a plus d'erreur, mais dont une fraction est connue de l'espion. Ils savent exactement que statistiquement, l'espion connaît 53% de la clé. Alors, elle est inutilisable, la clé. Mais ce n'est pas fini, il existe encore un algorithme qui permet de réduire la taille de la clé à quelque chose qui est parfaitement inconnu de l'espion. Donc finalement, lorsqu'on a fait ces deux trucs, correction des erreurs et réduction de la taille de la clé, on obtient une clé absolument sans erreur, absolument sûre, mais qui est d'autant plus petite qu'il y a plus d'erreurs. Donc s'il y a beaucoup d'erreurs, il n'y a plus de clé. S'il n'y a pas d'erreur, tous les bits rentrent dans la clé et c'est parfait. Donc le point fondamental, c'est que une fois qu'on sait quantifier la connaissance de l'espion, le résultat d'une attaque ou de toute erreur, d'ailleurs quelle qu'elle soit, est simplement de réduire la taille de la clé. Et s'il y a trop d'erreurs, il n'y a plus de clé, c'est exactement comme si on avait coupé la ligne et que les photons passaient plus, si vous voulez. Mais tant qu'il y a des photons qui passent et qu'il n'y a pas trop d'erreurs, il y a une clé à la fin qui est toujours parfaitement sûre, toujours parfaitement sans erreur, mais d'autant plus petite qu'il y a plus d'erreurs. Donc c'est pas mal, ça peut fonctionner en pratique à cause de cette étape-là est très importante parce que ici, si on s'arrête ici, on dit on a détecté l'espion, on est content. Mais bon, c'est pas avec une clé pleine d'erreurs partiellement connue de l'espion qu'on va faire quelque chose d'utile. Il faut que la clé soit parfaitement sans erreur et parfaitement inconnue de l'espion. Et c'est bien ce qu'on obtient à la fin, mais c'est simplement cette clé est très petite, d'autant plus petite que l'espion attaque plus fort. S'il fait rien, évidemment, on a une grande clé. S'il fait beaucoup, on a une petite clé, mais ce qui reste est toujours parfaitement sûr jusqu'au moment où il n'y a plus rien. Donc, bon, alors ça date de 20 ans, ça a été vraiment retourné dans tous les sens. Il y a des tas de théorèmes maintenant qui sont des gros machins mathématiques très puissants qui disent que c'est vrai. Sur le plan des principes, c'est inattaquable, ou alors la physique quantique est fausse, si vous voulez. Donc, en principe, ça marche. Maintenant, il y a
Moi, je suis un physicien expérimentateur. Entre une théorie et une manip, il y a toujours un petit décalage. Et il n'est pas encore complètement évident que les expériences fassent exactement ce que la théorie voudrait qu'elles fassent. Mais donc l'effort des expérimentateurs consiste à faire des expériences les plus idéales possibles pour respecter les hypothèses des théorèmes. Donc voilà un exemple de réalisation. Alors il y en a beaucoup maintenant. Là c'est dans l'espace libre. Donc ça a été fait en 2002 entre deux montagnes en Allemagne. Donc il s'agit d'envoyer des photons. Alors comme ils voulaient les envoyer loin, ils étaient montés sur des montagnes. Il y avait à peu près 20 km ici. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Il y a des sources qui émettent les photons dans les 4 polarisations possibles. Donc il y a 4 petits lasers qui émettent des photons, des flux très très faibles, comme bon, ça ressemble à des photons uniques. C'est beaucoup plus faible qu'un laser, il est extrêmement atténué. Donc on choisit aléatoirement une des 4 polarisations. Ça part dans un petit télescope, gros comme ça. Ça voyage sur 20 km. Il y a un autre petit télescope. Et puis à la fin, il y a mes fameux petits cubes. Donc on sépare et on détecte sur 4 bases possibles. Donc il y a un cube comme ça et un cube comme ça. Et on choisit aléatoirement lequel on va utiliser. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas à l'avance ce qui va marcher. Mais une fois que les photons ont été détectés, on dit quel détecteur, quel polariseur, quelle base a été utilisée pour la mesure. Et on garde que les bons à la fin. Donc ça marche, ça fonctionne, ça échange des clés. Ça a été refait récemment aux îles Canaries, entre deux îles, là, il y avait 120 km. Et l'option à terme, c'est d'aller vers un satellite, c'est-à-dire d'imaginer un satellite qui distribue des clés en tournant autour de la Terre. Les ordres de grandeur, c'est pas gagné, mais les ordres de grandeur, ils sont à peu près. Une autre façon plus conviviale, enfin moins lourde technologiquement, c'est simplement d'envoyer les photons dans des fibres optiques. Donc les fibres optiques, vous savez que c'est ce qui transporte la lumière un peu partout. Donc ça existe aussi, c'est même commercialisé. Il y a au moins 2 compagnies, il y en a même une récente française qui s'appelle Smart Quantum, qui vendent des systèmes qui distribuent des clés secrètes via des fibres. Alors, les performances ne sont pas absolument fulgurantes. Disons, ça distribue sur des distances qui sont de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres, jusqu'à 100 km, disons, des clés à des taux qui sont à peu près 1000 bits secrets par seconde. Ce qui n'est pas colossal, mais ce qui est quand même utilisable, disons. Alors, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Curieusement, aux États-Unis, il y en a énormément, elles sont pratiquement toutes militaires. En Europe, il y en a beaucoup, mais elles sont pratiquement toutes civiles. Bon. S'il y a un sociologue, il pourra peut-être m'expliquer ça. Donc il y a un gros projet européen en particulier qui s'appelle CECOC, c'est lui là, dont je fais partie d'ailleurs. Et fin 2008, on va faire un réseau crypté sur la ville de Vienne en Autriche pour montrer que ça marche en quelque sorte. On en a 5 ou 6 de ces systèmes qui utilisent des méthodes un peu différentes de codage de l'information sur les photons, mais qui donnent tous des performances similaires et qui fonctionnent tous. Donc on peut faire un réseau crypté sur une ville par exemple. C'est accessible technologiquement. Voilà, donc ça c'est l'état de l'art de la cryptographie quantique. Donc c'est, si vous voulez, une illustration, sur le plan des principes, c'est vraiment une illustration spectaculaire qu'on peut expliquer aux étudiants des propriétés quantiques du photon. Et puis sur la mise en œuvre, sur la commercialisation possible, bah, ça devient du marketing presque. Hein. Alors voilà, donc ça c'était pour un photon. Alors un photon donc a des propriétés étonnantes, mais que se passe-t-il avec 2 photons? Alors c'est encore plus étonnant. Si on prend 2 photons, on a des choses encore plus bizarres qu'on appelle intrication. Et je voudrais vous en dire un petit mot maintenant. Donc qu'est-ce que c'est que l'intrication? Ben, on va repartir d'une source qui cette fois-ci émet non plus un photon, mais 2 photons. J'en ai aussi, je vous en montrerai tout à l'heure. Donc il y a un photon qui part par ici, un photon qui part par là, mais quantiquement, on peut décrire ce qu'on appelle l'état de la paire de photons. Et l'état de la paire de photons s'écrit comme ça. Alors c'est des bras et des quêtes, c'est une notation de Dirac. Ça dit essentiellement que soit les 2 photons sont polarisés tous les 2 verticalement, soit ils sont polarisés tous les 2 horizontalement. Alors si c'était classique, ce serait soit l'un, soit l'autre. Comme c'est quantique, c'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est les 2 à la fois. C'est la porte ouverte ou fermée, c'est toutes ces choses-là. Donc c'est ce qu'on appelle une superposition linéaire de ces 2 possibilités. Donc c'est soit les 2 comme ça, soit les 2 comme ça, mais en fait ces 2 éventualités sont réalisées simultanément, précisément parce que la paire de photons est quantique. Donc ça s'appelle un état intriqué. Alors ça a des tas de propriétés très bizarres.
D'abord, si on le mesure, donc on l'envoie comme tout à l'heure à travers le polariseur, on a deux résultats possibles, 0 ou 1, c'est tout ce que peut dire le polariseur, suivant l'axe qu'on a choisi de mesurer. Donc ici, sur ce photon-là, on va avoir 0 ou 1, et puis sur l'autre, pareil, on va avoir 0 ou 1. Et si la paire de photons est dans cet état, le résultat est complètement aléatoire. C'est-à-dire on peut tourner le polariseur dans tous les sens, on trouve toujours la moitié de 0 et la moitié de 1. Apparemment, il y a un désordre total dans les photons émis. Par contre, on peut aussi s'intéresser aux corrélations, c'est-à-dire si je trouve un 1 ici, quelle est la probabilité d'avoir un 1 là? C'est ce que je vais appeler ici P11. Ça va dépendre des angles. Alors ça ne dépend pas du tout des angles. Je peux tourner mon polariseur dans tous les sens, ça ne change rien. Par contre, le P11, lui, dépend des angles. Il vaut cosinus carré θ2 moins θ1 sur 2. Il ne faut pas se laisser effrayer par ça. Ce que ça dit, en gros, c'est que si les deux photons, les deux polariseurs sont alignés pareil, c'est-à-dire ils sont comme ça, alignés pareil suivant n'importe quelle direction, mais la même direction pour tous les deux, eh bien, on va toujours trouver soit 1,1, soit 0,0. Et on ne trouvera jamais 1,0 ou 0,1. Par contre, si on les croise, c'est l'inverse. On aura toujours 1,0 ou 0,1 et on n'aura jamais 1,1 ou 0,0. Donc ça dit en gros que les deux photons ont l'air complètement aléatoires, mais en fait sont parfaitement corrélés. Les résultats qu'on trouve pour l'un et pour l'autre sont les mêmes. Alors ça, c'est extrêmement bizarre. C'est Einstein, en 1935, a écrit un article célèbre où il en concluait que la mécanique quantique déraillait. À cause de ça, il disait qu'elle était incomplète. Donc l'idée, c'est que le résultat est complètement aléatoire pour l'un des photons, mais le résultat permet de connaître la polarisation de l'autre photon avec une probabilité égale à 1. Une fois qu'on connaît l'un, on sait parfaitement prédire le comportement de l'autre. Alors ce qui pose un problème, c'est que si les deux photons sont très très loin, on pourrait dire, mais une fois qu'ils sont très très loin, qu'ils sont séparés, qu'ils sont partis à des années-lumière, si on veut, ils doivent bien avoir chacun leur polarisation. C'est ce qu'avait envie de dire Einstein. C'est ce qu'on appelle une vue réaliste locale. Si j'ai mon photon là, ce photon a une polarisation. Cette polarisation peut être corrélée à celle de l'autre. Comme deux jumeaux se ressemblent, les polarisations peuvent se ressembler. Mais le problème, c'est que la mécanique quantique ne dit pas ça. La mécanique quantique refuse de dire quelle est la polarisation de ce photon tant que je ne l'ai pas mesurée. Tout ce qu'elle dit, via cet état, c'est qu'elle est corrélée avec celle de l'autre. Donc on a une espèce de rien, mais qui est quand même corrélé à un autre rien. Et c'est assez bizarre. Donc ce que disait Einstein, c'est que cette polarisation du photon, elle doit quand même exister, même si la mécanique quantique refuse de nous la dire. Donc la mécanique quantique n'est pas complète, elle nous cache les choses. Donc on peut essayer de la compléter, on peut essayer de rajouter des machins qu'elle ne nous dit pas, mais qui essentiellement reviennent à définir la polarisation de ce photon, définir la polarisation de ce photon, et puis s'ils sont loin, rien n'empêche qu'elles soient corrélées, comme je vous l'ai dit, comme des jumeaux se ressemblent, mais ce machin-là doit exister. Bon, voilà. Alors il a dit ça dans un article très célèbre. Bohr, le père fondateur, a répondu immédiatement « Mais non, c'est pas vrai du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous pouvez pas parler que des photons, il faut aussi parler de la façon dont on les mesure. » Et bref, voilà. Donc pendant très longtemps, c'est resté un petit peu sur le plan philosophique, jusqu'en 64, donc où quelqu'un s'appelle John Bell, a essayé de matérialiser mathématiquement l'idée d'Einstein. C'est-à-dire, on a toujours notre source qui émet les photons qui font un zéro, et on va supposer que ce photon-ci a des propriétés, et que ce photon-là a aussi des propriétés, et que ces propriétés sont séparées. C'est ce qu'avait envie de dire Einstein. Donc c'est ce qu'on appelle une théorie locale à paramètres supplémentaires dans l'esprit des idées d'Einstein. Et il n'y a même pas besoin de dire quelles sont ces propriétés. C'est ça là. Je ne vais pas vous montrer le théorème de Bell, les inégalités de Bell, c'est des inégalités mathématiques, c'est pas très compliqué, mais le plus important de comprendre ce qu'elles veulent dire. Donc ce qu'elles disent, ces inégalités, c'est que si ces machins locaux qui définissent les propriétés de chaque photon existent, à ce moment-là, on peut, en quelque sorte, mettre des limites, des inégalités, sur les valeurs de ces quantités, ici, P11, P00, P10, etc. Donc il y a une inégalité qui résulte du simple fait qu'on est supposé que les propriétés existent. Alors je vous donne un exemple ici, ça c'est une quantité qu'on peut calculer, donc un cosine qui ressemble beaucoup au cosinus carré de tout à l'heure. Donc par exemple la mécanique quantique va dire que les résultats c'est la courbe bleue, c'est le cosinus carré que je vous ai montré tout à l'heure. Si on essaye de mettre des propriétés, on va par exemple trouver la courbe rouge. Mais ces propriétés ne sont pas forcément les bonnes. Donc on peut imaginer d'autres propriétés. C'est-à-dire que cette courbe rouge, là, on peut essayer de la tortiller, de la déformer, de mettre d'autres propriétés. Et ce qu'a montré Bell, c'est que quelles que soient les propriétés qu'on y met, quoi qu'on fasse, dès qu'on attribue des propriétés aux photons, ça ne marche plus.
C'est-à-dire, le simple fait d'attribuer des propriétés individuelles à chaque photon est absolument irréconciliable avec la mécanique quantique. Quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à tortiller la courbe rouge pour qu'elle suive la courbe bleue. Il restera toujours un petit écart ici, et ce petit écart est absolument irréductible. Donc c'est très curieux, c'est très étonnant, parce que ça montre qu'il y a une différence qualitative entre la physique quantique et la physique classique. La physique classique est capable de prédire cette courbe rouge, est capable de prédire des tas d'autres courbes qui ressemblent, mais elle n'arrivera jamais à reproduire la courbe bleue. Et le petit écart ici est complètement irréductible, et il se traduit par une quantité mesurable, et c'est plus grand que 2 ou plus petit que 2, mais c'est incontestable. Et alors ce qui est intéressant aussi, donc le travail de Bell était entièrement théorique, c'est que cette quantité qui dit que c'est classique ou que c'est quantique, est mesurable. C'est-à-dire on peut faire une expérience et mesurer cette quantité qui caractérise cette différence. Donc si on tombe sur la courbe bleue, on est au-delà de ce que peut prédire la physique quantique, la physique classique, et donc ça montre que la physique classique est impossible. La physique classique, en quelque sorte, laisse un petit trou ici qui fait que les photons sont moins corrélés, sont plus indépendants que ce que dit la physique quantique. Donc si on trouve que les photons sont très corrélés, c'est forcément quantique et ça ne peut pas être expliqué classiquement. Donc il y a eu des tas d'expériences qui ont été faites, la célèbre expérience d'Aspect en 82. Donc il faut d'abord produire ces paires de photons, donc on les produit, on excite, alors c'est avec des atomes, mais cette fois-ci on s'arrange, tout à l'heure je vous disais on excite l'atome et puis il émet un photon, alors là on est un peu plus rusé, on excite l'atome avec 2 photons, donc on le grimpe là-haut, et une fois qu'il est là-haut, il a des niveaux d'énergie, il va émettre 2 photons, 1, 2. Donc ces photons se suivent avec un intervalle très très court, donc ça fait une paire de photons, et leur état quantique de polarisation est exactement l'état que je vous ai montré tout à l'heure, le XX plus YY. Donc on sait émettre des paires de photons dans le bon état. Alors c'était assez compliqué à faire, moi j'étais un jeune thésard à l'époque, donc c'était, là c'est les atomes qui étaient dans une enceinte à vide, il y avait des lasers, donc un laser jaune qu'on voit là, un laser bleu qui est caché là-bas derrière, ça excitait les atomes et les photons partaient dans des grands tuyaux, et allait aux 2 bouts de la pièce, il était séparé d'une quinzaine de mètres. Donc cette expérience a été faite et elle a montré quelque chose qui était en parfait accord avec la mécanique quantique et donc qui était incompatible avec les inégalités de Bell, donc incompatible avec ces théories réalistes locales. Alors Alain Aspect avait rajouté une idée supplémentaire, comme il y a une affaire de localité dans cette affaire, c'est des propriétés qui sont locales ou pas locales, on peut laisser partir les photons sans savoir comment ils vont être mesurés. Et puis seulement au dernier moment, on décide ce qu'on va mesurer. C'est une expérience avec choix retardé. Donc même en faisant ça, qui est ce qu'on peut faire de plus sophistiqué, on essaye de surprendre le photon. La mécanique quantique avait toujours parfaitement raison. Donc ça prouve que ça donne, si vous voulez, une réalité physique à ces états intriqués. Ce n'est pas seulement des vues de l'esprit, c'est des choses qu'on sait fabriquer dans des expériences. Alors c'était en 82, ça commence à dater. Hein. Ça a été refait de nombreuses fois, même à très grande distance. Donc il y a une expérience à Genève en 98, par exemple, où ils envoyaient les photons dans des fibres optiques qui se promenaient sur 30 km, et c'était toujours corrélé, et c'était toujours en accord avec la mécanique quantique et incompatible avec les théories réalistes locales. Refait en 99 à Innsbruck aussi. Alors là, il y avait, au point de vue choix aléatoire des mesures, c'était encore plus aléatoire que ce qu'on avait fait en 82. Les polariseurs étaient basculés, le choix du polariseur était lui-même quantique, il y avait beaucoup de petites ruses. Une propagation sur plusieurs centaines de mètres, toujours parfait accord avec la mécanique quantique. Donc bon, tout ça, si vous voulez, qui s'accumule, ça fait qu'on est à peu près convaincu qu'il n'y a pas d'échappatoire. La mécanique quantique a raison, et ces théories, disons, la théorie dont rêvait Einstein, où on pouvait attribuer des propriétés aux photons séparés, est simplement incompatible avec l'expérience. Que peut-on en conclure? Donc plein de choses. Mais bon, à la base, que 2 particules, des photons dans ce cas-là, même très éloignées, forment un seul objet quantique. Il est interdit, ou si vous n'aimez pas interdit, il est interdit d'interdire, il est impossible, il est contradictoire d'attribuer des propriétés séparées à ces 2 particules. Si vous leur attribuez si vous dites mon photon là a certaines propriétés, mon photon là a d'autres propriétés, ces propriétés sont simplement corrélées, mais elles sont définies à l'avance, une fois que le photon est parti, ça ne peut pas marcher. Donc, alors, il n'en résulte pas de contradiction entre la mécanique quantique et la relativité restreinte. On ne peut pas envoyer de l'information plus vite que la lumière, etc. Donc, il y a une coexistence pacifique, tout se passe bien, mais il faut quand même abandonner cette notion de réalité physique locale. La mécanique quantique décrit des objets globaux qui sont corrélés, mais les corrélations ne sont pas portées par des propriétés locales des 2 particules. Donc, ça c'était le réalisme physique local, auquel Einstein tenait beaucoup. Alors, ça ne marche plus.
On ne sait pas bien ce qu'Einstein en aurait pensé sous cette forme-là. On peut toujours extrapoler, mais essentiellement, on ne sait pas. En tout cas, si vous voulez, le théorème de Bell, comme c'est un théorème mathématique vérifié par l'expérience, ça a donné beaucoup de support physique à cette idée. Donc, est-ce que ces systèmes intriqués sont complètement exotiques? Alors, pas tant que ça. Au niveau des atomes, il y a beaucoup de systèmes intriqués. Pratiquement dans tous les atomes, les électrons sont intriqués entre eux. Le plus célèbre, c'est l'atome d'hélium. Les 2 électrons de l'atome d'hélium, c'est un état singlet. C'est exactement le même état que pour 2 électrons que celui que j'ai montré pour 2 photons. Et ça, c'est fondamental pour comprendre. C'est de ça que Pauli a déduit son fameux principe, le principe d'exclusion de Pauli. Pauli l'a trouvé en regardant les électrons de l'atome d'hélium et en montrant justement qu'ils étaient dans un état intriqué. Donc les 2 électrons d'un atome d'hélium forment en fait un seul objet quantique. Alors, c'est plus étrange déjà quand ils sont très très éloignés, parce que je vous ai dit qu'ils peuvent toujours être très très éloignés, même 30 km, et être parfaitement intriqués. Et c'est encore plus étrange si on va vers des gros systèmes. C'est-à-dire, si on met beaucoup de particules dans le système, est-ce que c'est toujours intriqué? Dans quel sens c'est intriqué? Quelles conséquences ça peut avoir? Ça, c'est beaucoup plus mystérieux. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il y a énormément d'études en ce moment. C'est-à-dire, est-il envisageable de contrôler et d'utiliser des systèmes intriqués à grande échelle? Alors ça m'amène à l'information quantique, c'est-à-dire au dernier point. Il faut faire un petit détour par les qubits. Alors qu'est-ce qu'un qubit? Vous en avez déjà vu beaucoup, vous avez fait des qubits sans le savoir. Tous mes photons polarisés, là, ce sont des qubits. Donc un qubit, c'est essentiellement un système quantique à 2 états. Un bit pas quantique, c'est un bit classique, c'est 2 états 0 ou 1. Un bit quantique, c'est 2 états 0 ou 1, mais aussi ce qu'on appelle des superpositions linéaires de ces états. Alors les superpositions linéaires quantiques, c'est le point mystérieux que le qubit est dans les 2 états à la fois. Il n'est pas l'un ou l'autre, ni soit l'un soit l'autre, il est l'un et l'autre. C'est une superposition quantique. Donc un exemple très simple, c'est un photon polarisé. Je peux décider que ça c'est 0, ça c'est 1. À ce moment-là, le photon polarisé incliné, c'est une combinaison linéaire, c'est cette superposition linéaire, et c'est ça un état du qubit. Alors on peut aussi partager le photon, faire des interférences, c'est aussi des qubits. On peut aussi prendre le spin d'un électron, c'est aussi un qubit. Tous les systèmes qui ont 2 états et qui sont quantiques sont des qubits potentiels. Alors les photons, c'est d'excellents qubits, et c'est pour ça que la cryptographie quantique marche bien. Donc l'idée, ce serait d'essayer d'utiliser ces qubits pour faire des calculs, c'est-à-dire de faire des calculs avec des systèmes quantiques. Alors là, ça devient un peu étrange, à cause de l'intrication, justement. Alors on pourrait penser que je vais prendre beaucoup de qubits, donc je vais prendre n par exemple. Chacun des qubits est donc un espèce de photon polarisé. Donc on pourrait dire c'est comme des petites horloges, si vous voulez, je peux tous les faire tourner d'ici à là, et j'en ai n. Donc si c'était un calculateur analogique classique, au lieu d'être 0 volts, 5 volts, si vous voulez, j'aurais n'importe quel nombre de volts entre 0 et 5, donc j'aurais n variables continues qui définissent l'état de chaque bit. Alors c'est pas du tout ça. C'est là que ça devient étrange. Si je prends un état de ce système, c'est un état que j'écris quantiquement comme ça. C'est-à-dire, pour chaque qubit, je dois dire s'il est 0 ou 1. Et ça me forme ce qu'on appelle une base. Ça définit tous les états possibles, tous les mots que je peux écrire dans mon registre. Alors, l'état le plus général du calculateur s'écrit comme ça, quantiquement. C'est-à-dire, il faut bien des coefficients, mais ces coefficients, ils n'apparaissent pas ici. Ils apparaissent devant dans une somme. Et des coefficients, si on les compte, il y en a 2 puissance n. C'est-à-dire, pour définir cet état, il faut un nombre de coefficients qui est exponentiellement plus grand que ce qu'on avait classiquement. Donc ici, il m'aurait suffi de n coefficients, je définissais tous mes angles. Là, pour définir tous mes états de ce système, c'est là que je vous dis que ce fameux espace de Hilbert devient gigantesque, il me faut 2 puissance n coefficients. Donc il y a une augmentation exponentielle de l'information nécessaire pour définir l'état. Et ça, c'est bizarre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est les états le calculateur, en quelque sorte, se met à se promener dans un état de dimension incroyable, qui est de dimension 2 puissance n. Pourquoi il y a tant d'états? Parce que la plupart de ces états sont intriqués, donc n'existent même pas classiquement. Donc, il y a un nombre colossal d'états intriqués dans ce système, et en principe, l'ordinateur va pouvoir se promener dans cet immense espace et calculer dans cet espace. Donc c'est ça cette idée d'ordinateur quantique. Il y a quelque chose de qualitativement différent quand on passe de ce machin-là, qui serait n petites horloges, à ce machin-là qui est plutôt 2 puissance n petites horloges.
Et le fait qu'il faille l'écrire comme ceci et pas comme cela est vraiment quantique. C'est parce que c'est n qubits et pas n bits. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? C'est l'état le plus général du calculateur, c'est ça. Donc, si on calcule, on va calculer sur tous les nombres simultanément. Si vous voulez, chacun de ces états, c'est un mot que j'écris dans mon ordinateur. Si j'ai un état comme ça, j'ai tous les mots à la fois. Donc, c'est comme si mon ordinateur faisait en même temps tous les calculs qu'il est susceptible de faire. Donc, ça s'appelle parallélisme quantique. Et évidemment, ça donne une puissance à ce calculateur qui est considérable. Alors si on regarde ce qui se passe dans un état comme ça c'est de la mécanique quantique élémentaire, il y a ce qu'on appelle une réduction du paquet d'ondes, donc tout ce qu'on va trouver c'est un mot binaire, 1, 0, 0, 0, 1, mais ce mot binaire on va le trouver avec une certaine probabilité qui est le module carré de ce coefficient. Alors il faut faire très attention quand on fait des calculs, parce qu'il y a des tas de calculs qui mènent à rien, mais si on s'y prend bien, il y a certains calculs bien faits qui sont exponentiellement plus rapides que des calculs classiques. Donc c'est étonnant, il y a des résultats binaires, ça conserve les avantages d'un calcul binaire, néanmoins c'est quand même analogique parce qu'on a tous ces coefficients, et c'est un drôle de truc où toutes les portes en quelque sorte peuvent être ouvertes et fermées en même temps. Alors est-ce qu'on a des exemples concrets où ça calcule? Alors sur le papier oui, donc le plus célèbre c'est un algorithme qui factorise, je vous donne le produit de deux grands nombres, vous les séparez ce produit en ses facteurs premiers. Donc ça c'est Shor 94, et là ça va exponentiellement plus vite. Et ça permet aussi, ça permettrait de décrypter tous les échanges de clés qui se font sur Internet. Donc ça a eu beaucoup de succès à l'époque. Par contre, pour la cryptographie quantique, ça n'a pas de conséquences. Mais pour la façon dont vous passez vos commandes sur Internet, ça aurait des conséquences considérables. Donc ça a été démontré. C'est sûr sur le plan théorique. Par contre, je vous rassure, l'ordinateur ne fonctionne pas. Pas encore en tout cas. Mais sur le plan des principes, il peut le faire. Il est extrêmement difficile à réaliser. Alors pourquoi? Parce que ces états, qui sont justement les états intéressants, sont des états extrêmement étranges et extrêmement fragiles. C'est-à-dire si on les couple à l'environnement, on va tomber en fait sur des alternatives classiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fameux chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant. Ce truc-là, c'est un espèce de chat de Schrödinger qu'on essaye de maintenir entre la vie et la mort. Et c'est ça un ordinateur quantique qui calcule. Ce n'est pas impossible à faire en principe, mais c'est difficile. Donc il faut que les qubits interagissent très peu, disons que toutes les interactions non contrôlées soient complètement évitées, et qu'on ait uniquement les interactions contrôlées qui sont indispensables pour que le truc puisse calculer, bien sûr. Alors quelques résultats encourageants, on a montré que tous les calculs peuvent se faire à partir d'opérations logiques, à un qubit ou deux qubits, donc il suffit d'une porte OU exclusive par exemple, et pouvoir faire tourner un qubit, et on peut faire tous les calculs qu'on veut. Et on peut aussi, s'il y a des erreurs dans ce truc-là, corriger ces erreurs pendant le déroulement du calcul. C'est très non trivial, mais ça a aussi été démontré. Alors à quoi ça pourrait ressembler? Comme ça, par exemple, ça c'est un rêve d'ordinateur quantique. Ça ressemble à un ordinateur classique parce que c'est dans du silicium. Mais évidemment, il faut des qubits. Donc les qubits, là, c'est des atomes individuels. Là, c'est des ions de phosphore qui sont implantés dans du silicium. Il y a des gens qui essayent de construire ça. Bon, on arrive à implanter des ions un par un. Je vous ai montré tout à l'heure des exemples avec mes centres NV. C'est pas encore prêt de faire des calculs. Parce que justement, il y a beaucoup de décohérences. Donc, c'est pas évident à faire marcher. Quelque chose qui marche mieux, c'est des ions aussi. C'est des ions, mais dans le vide, pas dans un solide. Alors, comment on fait tenir des ions dans le vide? On les piège. Les ions, c'est chargé, donc on peut les confiner dans les champs électromagnétiques. Donc là, par exemple, vous avez 8 ions individuels. Chaque ion, c'est vraiment un seul ion, qui sont rangés à la queue leu-leu, qu'on éclaire avec des lasers. Donc on les voit très bien, on les détecte, on les prépare. Et ça fait d'excellents qubits. Simplement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 8 là. C'est déjà pas si mal que ça. Donc par exemple, des expériences ont été faites en faisant un octet quantique, un registre quantique de 8 qubits. On peut on peut calculer avec ces 8 qubits. On peut faire un état comme ça, qui est déjà une espèce de paradoxe vivant. Ce que dit cet état, c'est que tous les qubits sont à 0, sauf un qui est à 1. Donc, vous voyez, le premier est à 1, tous les autres sont à 0, le deuxième est à 1, etc. On fait ça 8 fois en décalant le 1 chaque fois, et on se met dans une superposition de tous ces états. Donc le système est dans tous les états à la fois. Et c'est vraiment un à la fois. C'est pas un des 8, c'est tous les 8 ensemble. Alors le dessinateur a essayé de dessiner ça, ça faisait ça. Le dessin ne veut rien dire. Le truc est irreprésentable. Mais cet état a été fabriqué. Cette expérience a été faite à Innsbruck. Alors, bon, je vous ai dit, c'est encore gros. Enfin, ce petit machin, la taille réelle du piège, c'est à peu près ça. Mais pour le faire marcher, il faut une pièce pleine d'équipement.
Alors on peut essayer de le faire plus petit, donc il y a des tentatives. Là c'est un petit circuit électronique, vous voyez ça ressemble à l'électronique, sauf que si on zoome dessus, si on zoome sur le truc, ici il y a des petits ions. Et donc on peut essayer d'insérer dans un circuit électronique ces qubits. On peut après essayer de les promener. Donc il y a des programmes de recherche, en particulier aux États-Unis, pour essayer de faire ça avec quelques dizaines d'ions. Là je vous en ai montré avec 8, ça marche. Ce sera à partir de 50, 100, ça deviendrait vraiment très très intéressant. Mais là ça ne marche pas encore. Alors on peut aussi en avoir beaucoup plus. Donc là c'est des atomes, c'est plus des ions. Donc avec des lasers, on prend des lasers, on les fait s'entrecroiser, ça fait des ondes stationnaires et ça fait des espèces de boîtes à eux, tridimensionnelles. Et on peut mettre un atome dans chacun de ces petits points brillants d'un faisceau de laser entrecroisé. Donc ça fait une structure comme ça. Chacune des petites boules est un atome et on peut transformer chacune des petites boules en qubits. Alors ça aussi ça a été fait. Alors par contre, on peut pas. Alors c'est une espèce de boîte, si vous voulez, où on range les atomes un par un, et dans chaque boîte, on a un seul atome. Alors après, on peut faire des opérations logiques entre deux atomes voisins. Donc on tire un atome, on le fait interagir avec son voisin, c'est ce qui est dessiné là, et ça intrigue tout le monde avec tout le monde, et ça fait un gigantesque état intriqué. Par contre, bon, on sait faire l'état intriqué, on ne sait pas vraiment transformer ça en calculateur. On ne sait pas factoriser avec un système comme ça. Bien là-dedans, il y a des centaines de milliers de qubits, mais on ne sait pas factoriser. Par contre, ce truc-là est très proche de l'idée du simulateur quantique de Feynman, c'est ce dont je vous avais parlé tout au début. C'est-à-dire qu'il est envisageable d'utiliser ce système simplement en le faisant évoluer, et en regardant son évolution, on peut arriver à prédire des choses qui ne sont même pas calculables. Parce qu'un ordinateur classique n'arriverait pas à les calculer. Voilà, donc c'est à peu près l'état de l'art sur ce sujet. Donc il y a eu des progrès, lents mais incontestables, ça a pris une vingtaine d'années, pour essayer de se servir de la cryptographie quantique. Et je vous ai dit, actuellement, il y a des gens même qui essayent de le vendre. Je connais bien les gens à Genève, ils ont une boîte, quoi, ils veulent gagner de l'argent avec. Donc l'ordinateur quantique, c'est un système encore plus étrange. Il ne peut pas fonctionner à l'échelle macroscopique, parce que les chats de Schrödinger ne sont pas à la fois morts et vivants. Les systèmes microscopiques sont difficiles à contrôler, donc il faut trouver une espèce d'échelle intermédiaire où on arriverait à fabriquer de gros objets quantiques. Mais c'est un sujet de recherche, ce n'est pas encore une conclusion. Donc si on est objectif, un ordinateur quantique utilisable et compétitif n'est pas pour l'immédiat. Alors si vous me demandez pour quand, je vous dis tout de suite que je ne répondrai pas. Mais si vous voulez, toute cette problématique a entraîné un regard nouveau sur la mécanique quantique, sur tous les principes de la mécanique quantique, sur les façons de prendre des expériences, sur les façons de les comprendre. Si vous voulez, des tas de choses très différentes comme les photons, les électrons, les atomes, les ions, finalement, vu d'un certain côté, c'est tout des qubits. Et donc c'est un principe unificateur qui est extrêmement utile pour comprendre la physique de ce qui s'y passe. Et puis c'est très relié à l'informatique, à la théorie de l'information, aux algorithmes, aux codes correcteurs d'erreurs. Donc ça fait un sujet actif, si vous voulez. Les gens cherchent, comme on dit. Trouveront-ils, on ne sait pas, mais il se passe des choses et essentiellement le fait d'avoir un langage interdisciplinaire commun à des tas de domaines, on parle avec des gens qui font des supraconducteurs ou avec des gens qui piègent des atomes, c'est vraiment au cœur de cette seconde révolution quantique dont je vous ai parlé. Voilà, c'est ça qu'on fait avec la lumière en ce moment. Je vous remercie de votre attention.